félicite. Et je sais que je le fais au nom de toute la communauté haïtienne de New York. Je sais également que nos compatriotes d'Haïti sont fiers de vous. Je vous félicite de l'effort admirable que vous avez accompli, non seulement en réussissant dans les sphères d'action dans lesquelles vous vous êtes engagés, mais également en réussissant à vous associer dans une entreprise commune qui est l'association des hommes d'affaires haïtiens. Car il n'y a rien de plus difficile pour des Haïtiens que de se mettre ensemble pour servir une cause commune. Et je crois que dans une large mesure, nous payons la rançon de notre esprit d'initiative et de notre esprit individuel. Plus nous savons que nous avons la capacité de nous en sortir tout seuls, et moins nous ressentons la nécessité de la discipline et du sacrifice de groupe. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus individuel? Qu'est-ce qu'il y a de plus hardi qu'un industriel ou un commerçant? Et combien plus grande est l'abnégation de ceux qui ont réussi que de se mettre ensemble pour continuer à servir leur idée commune. Bravo. Votre vice-président m'a demandé, je pourrais même dire, il m'a interpellé dans des termes extrêmement courtois mais convaincus, sur la place des commerçants et des hommes d'affaires haïtiens dans l'Haïti de demain. Je voudrais vous rassurer d'un mot. La place des hommes d'affaires et des Haïtiens de progrès dans l'Haïti de demain sera à la mesure de leur initiative, de leur hardiesse. Aucun frein, de quelque nature qu'il soit, ne sera mis à leur capacité d'entreprendre. Au contraire, les hommes d'affaires haïtiens seront encouragés à produire pour créer des emplois, pour exporter et pour faire la soudure entre une économie agricole qui est à sa naissance et une industrie d'exportation qui n'a pas encore porté tous ses fruits. Comment parler de la renaissance de notre économie? Comment parler de la création d'emplois dans ce pays avec le revenu par tête le plus bas de l'Amérique latine? Comment parler d'un tel programme de redressement si d'abord l'agriculture ne renaît? Et pour faire renaître l'agriculture, il faut beaucoup de temps. Quand je dis l'agriculture doit renaître, nous devons changer d'objectif et changer de stratégie. Alors qu'il est, la pression des populations sur les terres agricoles est telle que le pauvre paysan haïtien ne peut pas accumuler un revenu suffisant pour lui permettre de dégager une épargne et d'investir. À cause de cela, il ne peut pas améliorer son outil de production, et comme cette technique de production reste artisanale, il est condamné à voir sa production décliner, sa productivité stagner et son revenu par tête décliner. Nous avons donc une situation dans laquelle le producteur optimum, qui est le paysan, n'a pas les moyens d'aller de l'avant, faute de revenus suffisants de sa production actuelle. Nous allons donc changer les objectifs, c'est-à-dire augmenter la production, augmenter la productivité, créer des emplois et produire pour l'exportation. Comment? Nous allons mettre en valeur les 70 000 hectares de terre qui maintenant peuvent être irrigués rapidement. Nous allons conserver le sol et nous allons faire le bilan de l'agriculture en sec avec haut potentiel. De même, il conviendra de payer aux paysans un prix rémunérateur pour son sucre et son café, de faire baisser les taxes à l'exportation et dans la majorité des cas de les faire disparaître. Il conviendra également de donner une institution de crédit qui soit en mesure de fournir de l'argent, mais aussi des conseils techniques et un encadrement compétent. Il nous faudra faire payer la terre à son prix, c'est-à-dire arrêter de brader les bonnes terres au bénéfice des privilégiés de l'État et des petits copains des ministres. Il nous faudra
et en même temps réformer Damien. Faire passer sa productivité de 0 à 100 en éliminant les 1000 fonctionnaires qui à Port-au-Prince ne font rien et en réformant l'esprit des 1000 autres qui sévissent dans la campagne. Et je dis bien qu'ils sévissent. Il nous faudra enfin conserver les sols. Nous perdons à l'heure actuelle entre 10 et 15 millions de mètres cubes de bons sols tous les ans à cause de l'érosion. Il nous faudra donc planter suffisamment pour que les sols restent en place et que la capacité productive de notre paysannerie ne s'écroule pas avec les déprédations de la nature. L'agriculture, pour produire davantage, pour améliorer le revenu du paysan, pour accroître la productivité, pour générer des ressources extérieures, puisque le café, qui est notre principal gagneur de devises étrangères, a vu sa production baisser pendant les 25 dernières années. Autant de choses qui ne peuvent pas se concevoir sans qu'il y ait de l'autre côté de la chaîne, vous autres, mesdames, messieurs, vous autres les industriels et les hommes d'affaires, sur lesquels le pays va compter pour transformer cette production agricole en production industrielle. Il va falloir que nos fruits et légumes puissent être mis en bouteilles et en boîtes, et que ces fruits et légumes puissent non seulement être exportés, mais dans des conditions qui les rendent parfaitement compétitifs sur le marché mondial. Et l'État sera là pour vous y encourager. L'État sera là pour vous guider. L'État sera là pour vous donner les crédits, l'encadrement nécessaire, et enfin, l'État pourra valoriser nos fameux diplomates qui passent leur temps à dîner en ville au lieu de rechercher les marchés qui pourraient permettre aux exportateurs de gagner davantage de devises sur l'économie nationale. Votre place dans une Haïti régénérée, votre place dans une économie de progrès, elle est toute trouvée, car dans notre pays, il n'y aura pas de progrès si l'économie n'est pas libérale et libérée. L'État a assez profité de son rôle d'intermédiaire pour faire payer aux consommateurs haïtiens plus cher pour n'importe quel produit, parce qu'au milieu, il y avait la cimenterie d'Haïti, il y avait la minoterie, il y avait les sucreries, il y avait la régie du tabac, autant de voraces, autant de vautours qui ne servaient qu'à prélever des taxes pour l'appétit personnel de M. Duvalier et de sa petite famille. J'entends que dans un pays normal, dans lequel il y a un gouvernement qui a le souci du bien-être de la collectivité, toute personne dont l'imagination, l'audace, la hardiesse, l'esprit de risque lui permettent d'investir son argent et son temps devrait être une personne privilégiée dans les rapports avec le pouvoir public, c'est-à-dire quelqu'un dont on prend soin plutôt que quelqu'un qu'on exploite au bénéfice de ses intérêts personnels. Il y a un problème dans notre économie. Il y a un problème dans l'industrie. Il y aura un problème pour les hommes d'affaires. C'est celui de leur intégration dans le circuit bancaire tel qu'il fonctionne en Haïti maintenant. Car les banques en Haïti ne font pas de crédit à des gens comme vous et moi. Les banques en Haïti sont des enclaves qui font des crédits à des clients traditionnels et qui prêtent pour des noms beaucoup plus que pour des projets. J'entends que vous sachiez que cela aussi cessera, car il est temps que les gens reçoivent des banques le concours qui leur est dû, non pas en fonction de leur affiliation à telle ou telle famille traditionnelle, mais en fonction de la qualité du dossier qui est sur la table. Nous devons bien entendu tenir compte du fait que cet argent des banques n'est pas le nôtre, et qu'il ne suffira pas de prendre un décret exigeant des banques qu'elles fassent du crédit à des Haïtiens parce que les projets sont meilleurs. Ça ne sera pas suffisant. Ce qu'il faudra que l'État fasse, c'est mettre à la disposition des banques
un mécanisme de réescompte des prêts aux entreprises haïtiennes. Je m'explique. Quand vous allez voir une banque en Haïti et que vous lui dites je voudrais 100 000 $ pour faire une petite entreprise de fabrication de chaussures, elle vous demande pour à peu près 500 000 $ de garantie. Comment voulez-vous qu'un Haïtien qui naît à la vie de l'investissement dispose de la garantie nécessaire pour satisfaire les exigences de cette banque? Alors voilà une idée qui est découragée, voilà des emplois qui ne seront pas créés dans l'économie, et voilà peut-être une source d'exportation qui disparaît. Ce que je veux dire à cette banque, c'est la chose suivante. Vous allez prêter à ce monsieur ou à cette dame la somme de 100 000 $. Moi, l'État, je vais vous rescompter 80 000 $ de ces 100 000 $. Votre risque ne va porter que sur 20 000. Et sur ces 20 000, je vous garantis 50%. Alors, si vous me dites que le projet de M. Jean, de M. Y, de M. Édouard n'est pas suffisamment large pour justifier un risque bancaire, je vous réponds, c'est très simple. Je vais financer chez vous, monsieur, dans vos écritures, une ligne de crédit qui va vous permettre de financer des petits projets, non pas sur leur mérite intrinsèque, mais sur le mérite de l'idée globale qui est derrière la ligne de crédit. Et mon idée pour cette ligne de crédit, c'est qu'elle doit financer des investissements qui sont susceptibles de créer des emplois à raison de 3 000 $ par investissement pour un emploi permanent, qui sont susceptibles de financer des gens qui quelquefois ne savent pas lire et ne savent pas écrire, mais qui ont des idées et qui ont prouvé leur capacité de travail. Avez-vous jamais pensé au rôle que jouait Madame Sarah dans notre économie? Il n'y a d'exemple de Madame Sarah aucune part au monde. Et j'ai fait le calcul du travail de Madame Sarah, elles sont toutes compétitives sur n'importe quel marché du monde. Elles ont une science innée du calcul coût-bénéfice. Moi, je peux vous le garantir. Eh bien, ces gens-là n'ont pas accès au crédit chez nous parce que c'est des têtes picards, c'est des têtes de rien du tout. Eh bien, moi, je vous dis que c'est très grave. C'est très grave parce que ce sont des gens qui sont dans le circuit entre la production des biens agricoles et la vente sur les marchés. C'est donc toute une entreprise de commercialisation qui n'est pas encouragée et qui, au bout du compte, finit par faire que le prix du produit livré marché est plus cher qu'il n'aurait dû l'être si l'État avait su mettre à la disposition de ces gens des routes de commercialisation, des routes de desserte, des moyens de transport, et surtout arrêter de prélever cette taxe infâme sur les marchés publics et pour laquelle, quelquefois, ils se font battre. Pour finir, une économie agricole, une économie libérale, une économie libérée de l'action tentaculaire de l'État du valérien, qui fasse que les initiatives privées soient encouragées plutôt que pénalisées, je voudrais vous dire, à vous tous qui êtes ici, à vous toutes, que l'histoire de notre pays, vous l'avez bien noté, monsieur le vice-président, a été faite de cette espèce de lutte permanente entre le commerce étranger et le commerce national. Je voudrais, sans autre détail, vous dire que l'administration d'un pays normal devrait favoriser tout investissement qui tend à l'exportation. Il est bien évident que nous ne pouvons plus nous permettre le luxe inouï qui a été celui des Duvalier pendant 28 ans, de favoriser des investissements qui sont des investissements enclaves. J'appelle par investissement enclave un investissement qui permet à un monsieur X de s'approprier, de s'accaparer l'intégralité du marché national à l'abri de toute compétition extérieure. Parce que finalement, celui qui paye le prix
de cette politique de protection débridée, irrationnelle, c'est encore le pauvre petit Haïtien qui paye plus cher. Il paye plus cher pour le sac de farine, il paye plus cher pour le sucre, il paye plus cher pour l'huile de Sodexol, parce que l'État, entre-temps, a pris sa part, et la part de l'État, croyez-moi, elle est énorme. Je voudrais que dans une économie ouverte, c'est-à-dire une économie qui est basée sur le flux d'importation et d'exportation du pays, la part du commerce vers l'extérieur passe de 0 à 100 en moins de 5 ans. Et c'est sur vous que revient la responsabilité de le faire, car il n'y a pas de développement sans les hommes et les femmes d'un pays. L'État, l'aide étrangère ne serviront à rien aussi longtemps que les nationaux ne se mettent pas debout comme un seul homme et une seule femme pour dire notre développement est notre affaire. Nous allons mettre le prix, nous allons mettre l'effort, nous allons mettre la détermination nécessaire, nous allons prendre les risques qu'il faut. Vous, monsieur État, tout ce que nous vous demandons, c'est d'accompagner cet effort, de ne pas mettre de barrières sur notre route, de nous aider à canaliser cet effort, mais nous allons faire le reste. Donnez-nous le crédit, donnez-nous l'encadrement, nous sommes capables de prendre les risques. C'est pour cela que vous, votre rôle, c'est un rôle privilégié dans l'Haïti de demain. C'est un rôle privilégié pour plusieurs raisons. Vous avez fait vos preuves dans un milieu qui n'est pas facile. Un milieu qui ne vous a pas fait de cadeau, nous le savons. Vous avez l'expérience, vous avez pris des risques dans un pays dont le développement économique, au fond, vous importe de manière relative. Que ne feriez-vous pas dans votre propre pays si on vous tendait les bras et qu'on vous disait vous êtes ici chez vous?